Madame la présidente du colloque, chers confrères, chères consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'ouvrir ce magnifique événement que nous propose l'Université de Toulouse avec un travail considérable qui a été fait par Marie-Thérèse Esquiré et ceux qui l'ont accompagnée. Demain, le secrétaire perpétuel de la compagnie introduira réellement cet événement, dont je vais être extrêmement rapide, pour rappeler l'importance de la santé des plantes à l'époque de One Health, qui est notre fil conducteur en trois phrases. D'abord, l'importance de la santé des plantes, qui est prégnante au moment où le blé atteint des records historiques, atteint des records qui n'avaient pas été atteints en 2007 au moment des crises supplémentaires. Nous sommes à près de 210 € tonnes, ce qui est absolument considérable, avec des conséquences sur les populations du Sud, des flux de bioagresseurs, je citerai Sporoptera frugiperda, qui s'est étendu au niveau mondial, qui pour l'instant n'est pas installé en Europe, mais qui menace nos régions, nos cultures de maïs. Et on peut craindre qu'avec le bouleversement climatique, le réchauffement climatique, nous soyons à terme soumis à une installation de cet organisme sur notre territoire. Nous allons certainement subir les conséquences avec des vols venant du Sud. Également, très localement, la découverte de l'extension de Xylella fastidiosa, la bactérie que l'on pensait cantonnée au sud de l'Italie, présente en Corse, et qui s'avère beaucoup plus présente, beaucoup plus installée, notamment dans le département de l'Aude, le long du canal du Lauragais. C'est une information toute récente. Et ça va entraîner des mesures à différents niveaux pour tenter de l'éradiquer. Si ce n'est pas possible, apprendre à la gérer avec les outils qui vont être proposés, qui sont étudiés, qui vont être proposés au cours du colloque. Cette sous-espèce, pour l'instant, ne menace ni la vigne ni l'olivier, et c'est un point positif. Et tant que nos hivers sont suffisamment rigoureux, on peut espérer un cantonnement naturel par le climat, mais il y a ce changement climatique, ce bouleversement climatique qui fait prendre le pire pour ces organismes et bien d'autres, évidemment. Santé des hommes avec les conséquences de l'utilisation des produits qui ont été utilisés pendant le XXe siècle pour limiter les conséquences. Santé des hommes avec des contaminants naturels. Isabelle Oswald nous parlera de mycotoxines, mais il y a aussi d'autres contaminants du type métaux lourds. Pour les confrères et consoeurs de la compagnie, un clin d'œil sera proposé samedi avec une visite thématique. Mais déjà, sur le blé, des réglementations pour le cadmium sont entrées en vigueur et vont compliquer la production, entraîner une obligation d'une plus grande vigilance quant à la qualité des produits proposés. Santé de l'environnement, qui est aussi notre troisième préoccupation, avec l'impact des pratiques qui sont développées, la pollution des sols, la pollution des eaux durables, mais aussi les conséquences de ces pratiques sur l'émission de gaz à effet de serre, gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote, et des paradoxes induits avec des outils qui sont développés, notamment des techniques agronomiques de travail du sol, qui peuvent avoir des incidences diverses et antinomiques par rapport à l'objectif de la réduction de l'impact de l'homme sur les gaz à effet de serre, sur le climat, et faire en sorte que l'agriculture soit durable et en plus d'assurer la sécurité de l'alimentation, une qualité de l'alimentation, évite d'induire ce type de pollution, ce type d'émissions nuisibles pour le futur de l'humanité. Voilà donc un grand merci à Marie-Thérèse, un grand merci à tous ceux qui ont organisé, qui ont accompagné Marie-Thérèse pour l'organisation de ce colloque, à Michel Dron, qui a été également une ouvrière indispensable pour ce travail, et à tous les intervenants et ceux qui assistent également pour qu'ils puissent rediffuser au maximum le contenu indispensable de ce qui va être dit. Voilà, je vous remercie.
Bien, messieurs, dames, bonjour. Ravi de vous voir sur Toulouse. Merci Marie-Thérèse de donner cette opportunité aussi de présenter la structuration, notamment de la biologie, dont ce n'est pas une vue générale des travaux dans le domaine santé des plantes, tel qu'on peut. Il a été cité Isabelle Holwald avec le laboratoire Toxalim, qui ne fait pas partie de la fédération de recherche que je dirige, hein, mais ça donne une vue d'une partie de la biologie hors agronomie, donc qui anticipe les applications, on va dire, pour l'agriculture de demain. Donc, je suis responsable depuis 2018 d'une fédération de recherche qui s'appelle Agrobiosciences, Interaction et Biodiversité. Alors, je me suis dit que peut-être tout le monde n'était pas au courant de ce qu'était une fédération et quel pouvait être cet outil dans l'organisation de la recherche sur site. Alors, pardon, c'est un peu long, mais c'est juste pour vous montrer un peu à quoi sert cet outil et comment il a été formé. Donc, ces fédérations de recherche, elles regroupent des forces sur un site, hein, en totalité ou en partie, des structures de recherche, des services qui relèvent du CNRS, même si ce n'est pas le seul organisme qui organise ce type de structuration, avec d'autres organismes afin de coordonner leur activité scientifique et de mettre tout ou partie, hein, de leur potentiel de recherche en commun. Et l'idée, c'est que les entités qui participent à cette structure conservent leur individualité propre. Donc, je ne suis pas directeur d'un institut ou d'une grande structure. Non, c'est beaucoup plus léger. Ça permet de mettre en commun des moyens, des crédits et d'avoir accès à des effets leviers. Donc, pour traduire ça de façon simple, ben, c'est un peu comme les montres molles de Dali, hein. Ça s'adapte au terrain, c'est relativement léger. Ça prend des formes variables suivant les sites, mais ça donne toujours l'heure. Voilà, c'est un peu l'idée de ces structurations-là, interlaboratoires. Dans notre cas, la Fédération de recherche Agrobiosciences, Interaction et Biodiversité regroupe 5 laboratoires. 2 laboratoires... non, ce pointeur ne fonctionne pas. Bon, ceux qui sont en visio ne verront pas le pointeur, mais bon. 2 laboratoires d'écologie avec le laboratoire EDB, le laboratoire 7. 3 laboratoires en biologie des plantes, le laboratoire des interactions plantes-micro-organismes, microbes, environnement, le laboratoire de recherche en sciences végétales et le Centre national des ressources génomiques végétales, qui est une unité de service INRAE dans ce cas-là. Donc ça fait un potentiel de recherche à peu près de un peu moins de 300 personnes en tant que permanents, des contractuels, doc, postdoc, CDD, et ensuite les stagiaires, les étudiants qui participent à ce travail général. Donc, où nous sommes situés, bien pas à l'Amphigaronne. J'ai entendu pas mal de remarques sur cet aspect-là. Donc, c'est sur Ozeville, au sud de Toulouse, dans une agrobiopole qui avait été organisée par la région, par les services d'État et par les structures locales, pour regrouper les forces de recherche dans le domaine de l'agronomie. Donc, il y a l'ENSFEA, où nous aurions pu aller faire ce séminaire. Il y a donc les laboratoires INRAE qui sont au sud, et également l'école d'agronomie, l'ENSAT qui est sur place, et des terrains. Donc en fait, ce site, avec la FRAIB qui est dans un bâtiment universitaire qui est sur le campus INRA, qui montre une INRAE, hein, une synergie entre les organismes et entre les structures, ce site s'est développé et se développe encore à la place de CETENI. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas en fait cette réunion sur Ozeville, c'est qu'un bâtiment est en train de sortir de terre. C'est le pôle agrobiosciences, dont la gestion sera sur la FRAIB, qui va regrouper des équipes de ces différents laboratoires, et dont l'objectif est de faire des synergies. Et la thématique de site, qui correspond à une des forces du site toulousain, hein, la thématique d'affichage, c'est justement sur ce qui est diversité du microbiote des plantes et diversité de la génétique des plantes. Donc, ce sont des équipes des différents laboratoires qui sont regroupées avec une gestion globale des espaces et des plateformes par la Fédération de recherche AIB. Donc cette FRAIB, juste pour vous donner une petite précision, hein, c'est une structure légère, c'est ce qui permet en fait de coordonner entre les laboratoires. Alors quand j'ai noté ça, un directeur, 2 directeurs adjoints et 8 personnels, je me suis dit, il y a presque plus de direction que de personnel là-dessus. Ça fait un peu penser à ce petit dessin où on voit qu'il y a finalement plus de barreurs que de rameurs. Mais non, le rôle, c'est de faire travailler ensemble les laboratoires et d'avoir une coordination. Et donc, je fais ça avec mes collègues
une personne de DB, Monique Burus, un collègue du LIPME, Benoît Lefebvre, pour coordonner les actions scientifiques, techniques, entre les laboratoires. Donc très directement, en fait, nous avons plusieurs plateformes ou plateaux de plateformes qui sont dans nos locaux, avec une plateforme d'imagerie cellulaire, un personnel de la FR qui est sur la protéomique, la documentation, services de production de végétaux, qui sont sur des services centralisés au service de tous les utilisateurs des laboratoires. Dans cette fédération, en fait, cette année, elle a 25 ans, d'où ce petit livret que vous avez dans votre pochette. Hein. Nous avons fêté ça la semaine dernière. Donc, ça a permis de faire un forum et d'échanger sur les aspects scientifiques. Et ces 25 ans de structuration, ils sont jalonnés de regroupements avec les laboratoires qui constituent actuellement la fédération, le CNRGV, EDB, qui a rejoint l'IPM, l'RSV et un laboratoire de génomique et de technologie des fruits, créé en 1996. Et cette structuration continue. En 2011, notre laboratoire d'écologie, l'A7. Parallèlement à ce regroupement de laboratoires, le développement de plateformes, c'est un des effets leviers importants de ces fédérations de recherche, avec au cours du temps, dont l'étalement de ces différentes structurations, différentes plateformes. Donc on retrouve l'imagerie végétale, la génomique, la protéomique. On va retrouver aussi une plateforme de phénotypage. Vous avez une présentation qui sera sur ce thème par la plateforme de phénotypage de Montpellier par ailleurs, quoi. Ce fameux plan campus qui gêne en fait l'organisation, désolé Marie-Thérèse, de ce colloque cette année. En fait, le dossier a été déposé en 2011 et 10 ans après, il sort de terre. Donc, il faut faire preuve parfois d'opiniâtreté pour arriver jusqu'au bout de ces projets. C'est aussi l'intérêt de ces fédérations, c'est de permettre de poursuivre ce type de grands projets. Donc, ça a été jalonné aussi ce regroupement de reconnaissance dans les programmes PIA3, notamment le LabEx Tulip, le laboratoire EDB aussi qui est associé et qui est porteur d'un autre LabEx qui s'appelle SEBA, qui est vers la Guyane. Et dernièrement, avec l'élargissement aussi vers nos collègues de Perpignan, l'ouverture vers une EUR, Tulip, qui a été créée, dont l'année dernière, vous aurez aussi une présentation. Donc voilà un peu ce paysage qui se structure au cours du temps. Ça s'accélère. Un souhait d'ouverture vers l'agronomie, d'autres laboratoires qui sont présents sur le site aussi d'Ozeville. Non, ça c'est pour le futur de la fédération AIB. Alors dans cette FR, que font les laboratoires? Encore une fois, ce n'est pas la FR qui fait la recherche, vous l'avez vu, hein, nous sommes une petite structure, ce sont les labos qui portent cette recherche. Que font-ils? Bon, j'ai regroupé ça sur ces différents thèmes. Dans cette couleur, vous voyez surtout les thématiques des laboratoires d'écologie. Vous avez sinon les thématiques propres aux laboratoires sur les plantes, l'aspect développement des plantes. Je vous ai mis à peu près là pour vous montrer les thèmes qui sont sur Toulouse. Le nombre d'équipes, avec des tailles différentes, donc c'est parfois difficile de comparer, mais 6 équipes plus particulièrement sur le développement des plantes, 2 équipes qui sont sur les aspects évolution et adaptation et spéciation des plantes, et le gros des forces, on va dire, est dans les thématiques interaction plantes-micro-organismes. Dans la santé des plantes à Toulouse, si on voulait faire un résumé de ce qui s'est passé sur le site, quoi. C'est pas un travail d'historien, hein, c'est juste pour information. C'est une longue histoire, en fait. Je vous rappelle que Bénédicte Prévost, certes, c'était un citoyen de la cité de Genève. Hein. Il est venu sur Montauban au tout début du XIXe siècle. Et il a rédigé notamment ce mémoire sur la cause immédiate de la carte au charbon des blés, de la carie au charbon des blés, et de plusieurs autres maladies des plantes sur les préservatifs de la carie. Autrement dit, c'était un travail pré-pasteurien, pré-debarien, même on va dire, quoi, sur la pathologie végétale. Il faut citer aussi Philippe Isidore Picot de la Pérouse, qui était certes botaniste, mais mycologue, et la pathologie végétale sur Toulouse a démarré au plus tôt, on va dire, par la pathologie liée à des champignons phytopathogènes. Donc, c'est le seul dont on a d'ailleurs un statuaire, un buste. C'est pas pour ses travaux, c'est parce qu'il a été maire de Toulouse 1800-1806. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein, chers collègues. Si vous voulez avoir pour l'avenir un buste, il faut aussi travailler sur des aspects visibles de la politique générale. Donc, en tout cas, c'est à cette initiative aussi très intéressant que le jardin botanique et les collections du jardin botanique ont été créées. Et nous avons sur Toulouse
un muséum d'histoire naturelle, mais dont les collections appartiennent encore à l'Université de Toulouse, et notamment un très joli herbier, et herbier de phytopathologie, qui a été créé au cours du temps et qui est toujours vivant. Une collègue, Nathalie Séjalon-Delmas notamment, perpétue le fonctionnement de cet herbier-là. Avec des collègues, c'est un service de l'université. On peut citer aussi Adolphe Prunet, professeur de botanique agricole, installé par Paul Sabatier, qui a été prix Nobel au début du XXe siècle. Et cette installation a créé l'Institut agricole, qui est devenu ensuite l'école d'agronomie, après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est actuellement l'ENSA de Toulouse. ENSA de Toulouse, qui est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur et pas au ministère de l'Agriculture. Ça dépend en fait sur les sites de l'historique de ces écoles-là. Dans cette présence historique, elle a constitué un terreau fertile déjà pour la formation en phytopathologie et IPM, qui est relativement ancienne dans l'histoire de l'Université de Toulouse. À l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, il faut citer parmi d'autres, je pense, mais un historique, le professeur André Touzé, qui a participé à la création justement d'une école de formation, auquel Marie-Thérèse d'ailleurs a appartenu, en est dans l'affiliation, et mes collègues aussi, par ailleurs, en tout cas pour moi. Et cette formation aussi a donné lieu à des travaux en recherche divers et variés, et notamment on peut les reclasser maintenant avec une terminologie plus actualisée, on va dire, et notamment les travaux sur l'immunité induite par les éliciteurs, disait-on, par les PAMP, voilà, la PTI. J'ai cité Marie-Thérèse, un de ses travaux. D'ailleurs, je crois qu'il y a aussi Alain Topan qui est cité dans ce travail. Un travail parmi tant d'autres. C'est juste pour vous donner une idée en fait de ce cheminement dans les travaux. Donc sur Toulouse, travaux sur APT, mais aussi travaux sur la sensibilité induite par les effecteurs et l'immunité aussi induite par les effecteurs, ETS-ETI. Et là, on peut citer des travaux très importants pour la communauté en phytopathologie végétale, les travaux justement sur ce qui s'appelait autrefois Pseudomonas solanacearum, actuel Ralstonia après avoir été Burkholderia et être revenu Ralstonia, sur justement de la mutagénèse et la caractérisation du système de sécrétion de type 3 et de toute la partie effecteur et de toute la partie effectum qui perdure bien sûr sur d'autres sites et qui est très présente sur le site toulousain. Alors, ce n'est pas de la santé des plantes, mais quand même, on ne peut pas ne pas citer sur Toulouse aussi ce point important sur les interactions plantes-micro-organismes avec les symbioses en général, et notamment la nodulation, avec la caractérisation des lipocyto-oligosaccharides, dans les travaux de Jean Desnarier. Ce premier travail qui s'est poursuivi par d'autres caractérisations, notamment dans d'autres interactions, et notamment dans le cadre de la symbiose mycorrhizine-arbuscule. Bon, ces travaux poursuivent, ils ont laissé une trace forte et constituent en fait à nouveau le terreau pour les découvertes de demain. Alors comme je vous ai dit, il y a 15 équipes de recherche sur site dans les domaines de la santé végétale. Donc je n'allais pas faire un listing lancinant de toutes ces thématiques de recherche, mais les regrouper en 4 points pour vous donner une idée de l'évolution, de la façon dont les travaux sont faits sur Toulouse par rapport à ces interactions plein de micro-organismes. Notamment l'importance de l'environnement. Il y a eu dans l'introduction le point sur le changement climatique. Ces points-là sont extrêmement prégnants maintenant dans les travaux de recherche. Quel est l'impact de l'augmentation de température notamment, ou des variations de température plus importantes, sur la résultante sur la pathologie. Les interactions plantes pathogènes et l'impact du microbiote sur la sortie de ces interactions. Comment sont-elles modulées, comment sont-elles réfrénées, les effets de seuil d'inoculum, etc. etc. Tout l'impact du microbiote sur l'immunité végétale, avec des notions qui ont explosé depuis une dizaine d'années, vraiment. Un autre point très important, c'est la plasticité génétique des plantes en lien avec la plasticité génétique des micro-organismes, c'est-à-dire comment les populations répondent aux populations d'agents pathogènes et populations de plantes, et cette coévolution dans ces interactions plantes-micro-organismes. Donc voilà en gros comment on peut résumer 4 grands thèmes qui sont abordés dans la santé des plantes, dans les laboratoires de recherche en biologie sur Toulouse. Et si vous voulez plus d'informations,
comme je ne vais pas les lister, eh bien vous avez les 2 laboratoires qui sont porteurs dans la FRAIB de ces thématiques et sur lesquels vous pouvez aller retrouver des informations plus précises là-dessus. Et qui fait quoi? Alors, la santé des plantes à Toulouse et ses recherches, en fait, la question qui se pose pour nous, c'est comment participer à une nouvelle agriculture, hein, à la mise en place de nouveaux schémas de production végétale. Ben ça, c'est les applications qui sont faites dans les laboratoires, des travaux de recherche en amont, avec parfois une applicabilité assez rapide, hein, finalement, vers des propositions, on va dire, de nouvelles solutions. J'en ai pris 2. Voilà, pardon pour tous ceux que je ne citerai pas. J'aurais pu citer sur le tournesol. J'en ai pris 2 par facilité intellectuelle. C'est pas, ça vient de mon laboratoire, c'était plus facile à chercher pour préparer la présentation, mais ce n'est pas du tout limitatif et exclusif, hein. Alors, un premier article qui était paru en 2015 sur en fait des peptides régulateurs qui sont dans des sites de régulation, des micro-ARN, avec ce schéma qui montre que en fait, dans ces zones de maturation de ces micro-ARN, ce qu'on appelle les primires, il y a des petites régions codantes, voilà, des petits ORF qui sont traduits, et cette traduction entraîne elle-même une régulation, soit sur la propre expression de ces sites micro-ARN, soit sur d'autres sites par ailleurs. Donc cet effet ici, bon, l'illustration, on voit, c'est sur l'induction de la floraison, par exemple, et évidemment, avec une applicabilité, une réflexion qui se fait très directement sur la santé des plantes. Comment moduler l'immunité végétale à travers ces effecteurs endogènes appliqués de façon exogène. Donc ça a donné lieu, je ne leur fais pas de la pub, hein, je ne fais pas partie, donc je peux dire plus facilement, ça a donné lieu à, au début, une start-up locale, toulousaine, hein, Micropep, qui a pris un très gros envol avec plusieurs millions d'investissements qui ont fait dessus. Donc c'est pas une licorne, on n'en est pas là, mais enfin c'est un très très gros développement et une nouvelle perspective par ailleurs pour la maîtrise des pathologies. Autre exemple, et vous sera présenté plus tard, c'est un laboratoire commun. Il y en a plusieurs dans le domaine, hein, c'est pas une spécificité propre toulousaine, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est en même temps pour vous montrer les efforts qui sont faits en biologie pour trouver de nouvelles solutions pour mieux tenir compte du microbiote des plantes. Donc là, ici, il s'agit donc d'un laboratoire commun entre un laboratoire et une entreprise. Ça vous sera présenté. Donc c'est le groupe de Sangos, en l'occurrence c'est le laboratoire LRSV. Et dans ce laboratoire commun, Bioplant Products, a pour objectif de développer des solutions issues de la microbiologie des plantes pour diminuer l'impact des pathologies sur les grandes cultures. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon en fait du site qui aurait pu vous accueillir. Si on fait dans 1 an et demi la même chose, vous serez dans une grande salle de 200 personnes qui sera dans ce nouveau bâtiment et vous pourrez même visiter les installations et tout ce qui est plateforme. Une autre fois, voilà. Déjà, bien content de vous trouver dans cette période inter-Covid, j'ai l'impression, quoi, et de voir, et de voir des gens directement, dans enchanté et passer un très bon colloque. Allez, je vous remercie. Alors peut-être tu as prévu des questions après, non, Michel? Ouais. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions? Salut Christophe Regnault. Il y a pas mal de gens qui sont perdus, hein. Il y a notre futur président de l'académie qui est au LRSV en ce moment. Enfin bon, voilà, Christophe qui vient d'arriver. Okay. Donc ouais, c'est intéressant. Bien, est-ce qu'il y a des questions pour un autre Christophe qui est Christophe Roux? Voilà, Dominique. Attends, je te passe le... Dominique Job. Comment? Non, CNRS. Oui, alors, je peux poser mes questions? Merci. Donc, en fait, j'ai regardé un peu sur le site Internet, et donc j'ai vu qu'il y a un génopôle à Toulouse qui s'appelle Génotool. Et donc, ma question, c'était comment est-ce que la Fédération de recherche s'articule avec le génopôle? Est-ce que les plateformes, par exemple, appartiennent aux deux, sont financées par les deux?
sont accessibles à l'ensemble des chercheurs, non seulement de la FR, mais également à l'ensemble des chercheurs toulousains? Voilà, c'était ma question. Oui, merci Dominique pour cette question, parce qu'effectivement, notre rôle, c'est de structurer sans être exclusif. Donc, historiquement, la fédération, l'IFR 40, c'était avant la FR, après la création par Alain Chaboudet, a porté des projets structurants, notamment autour de la génomique. Donc, il y a eu une génopole portée par la FR, et cette génopole, c'était au début des années 2000, a ensuite été portée par les instituts. La FR n'a qu'un rôle d'incubateur. Nous n'avons pas les moyens, en fait, de porter de grandes infrastructures. Alors, à partir du moment où il y a un intérêt de site, eh bien, c'est repris par les EPST, en l'occurrence l'INRAE et le CNRS, mais l'INRAE a mis un input très important, et a généré 2 UMS, enfin 2 unités de service. Le CNRGV, qui vient de cette histoire, et GetPlage, qui est une plateforme de génomique que plusieurs d'entre vous peut-être utilisez à travers la France. Ce n'est pas du tout du local, ce n'est pas du tout de FRAIB ou INRAE, c'est ouvert justement, et c'est l'objet de ces plateformes. Pour ce qui est de GenoTool, c'est une structuration toulousaine. Alors, sans rentrer dans le détail, mais j'ai bien aimé dans l'introduction quand vous parliez de structuration et autres. Bon, on a un peu de mal à Toulouse entre les différentes thématiques. Un truc qui a bien marché, c'est la structuration des plateformes. C'est à travers un GIS, le GIS GenoTools, un groupement d'intérêt scientifique, dans lequel il y a une très grande majorité de plateformes, qu'elles soient CNRS, INRAE, INSERM. Et donc, c'est un pilotage scientifique et une coordination, pas un pilotage, mais une coordination scientifique. Ensuite, aux laboratoires et aux fédérations, de porter vraiment au niveau des EPST pour aller chercher les personnels et le fric pour faire tourner la machine, en plus du paiement par les utilisateurs. Donc c'est une structure de coordination. On peut être affilié à GenoTool tout en restant évidemment dans une UFR ou dans un laboratoire. Donc c'est assez souple aussi. Et ça marche plutôt bien. Non, aucunement. Une autre question ? Moi, j'en ai une, Christophe. Oui. Vous êtes dans une grande région qui s'appelle Occitanie. Il y a une très grande richesse dans cette région sur les sciences végétales et agronomiques. Donc, que ce soit ici sur le pôle toulousain, sur le pôle montpelliérain, sur le pôle perpignanais. Et est-ce qu'il y a des discussions en cours entre vos grands pôles, que ce soit pour l'enseignement ou la recherche, dans nos secteurs, etc. Voilà. Comme on voit des monstres comme l'Institut Agro entre Rennes et Montpellier-Dijon, on se dit que quand même, comme maintenant il y a une grande région, si tu veux, occitanienne, je ne sais pas si vous dites ça, est-ce qu'il y a des discussions en cours, que ce soit entre les établissements d'enseignement ou non? Alors, ça relie un peu ce que je disais sur notre manque d'organisation toulousain, où on a perdu 2 fois l'IDEX, et on est en train de discussion pour le nouveau PIA 4, que sur place, je ne sais pas si c'est enregistré, je ne devrais pas le dire, mais nous appelons le Rattrapex. Et sur lequel, en fait, y compris nos collègues... Alors Perpignan, c'est un peu différent, c'est une structure qui est plus petite et déjà... Pardon, Michel, mais je dirais plus facile à organiser. Non, c'était pas, au contraire, petit mais costaud, Oui. mais plus facile à organiser. Montpellier a déjà sa structuration, un ICIT, Muse, et en fait, sur la région, tout le monde demande aussi Toulousain de faire quelque chose, de se structurer. Et nous-mêmes attendons, enfin, c'est pas qu'on attend, on est en plein dans ce travail de structuration. J'y participe au titre donc, de ce qui est des santé des plantes, notamment. Et la démarche suivante, qui suivra, sera d'avoir beaucoup plus d'interactions avec Montpellier, avec Perpignan. Nous en avons déjà beaucoup. Le LabEx Tulip et le UR sont bâtis avec la nouvelle mouture, avec les collègues de Perpignan. Très bien. Et il y a un autre point aussi, c'est l'agronomie, l'INRAE là-dessus, avec une forte, je peux le dire très librement, une forte transition aussi dans l'état d'esprit INRAE, je pense par rapport à 10-15 ans, où la structuration de sites est venue vraiment comme un effort. Après la structuration nationale, on va dire, une implication très forte sur la structuration de sites. Donc, en fait, c'est une phase plutôt, malheureusement pas euphorique, mais au moins positive pour faire quelque chose au niveau régional. Et la région l'exige, en fait, à travers des projets qu'elle a mis en place, ce qu'elle a appelé des défis clés, où il doit y avoir des projets intersites.
C'est une obligation pour le financement. Merci Christophe. Voilà, André Charrier. Michel, tu veux poser une question? Parce que je ne veux pas trop qu'on dérive, c'est pour ça. Voilà. Michel Delseny, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est dans la... Roi de Perpignan. Tais-toi. C'est dans la suite de la question précédente. Quels sont les liens à l'international et en particulier avec Barcelone? Je me souviens avoir assisté à une réunion avec Georges Frêche il y a déjà quelques années où il nous avait expliqué que entre Toulouse, Montpellier, Barcelone et éventuellement Perpignan au milieu, on avait la concentration de scientifiques la plus importante d'Europe. Et donc, il voyait une giga-université sur l'Occitanie, finalement, bon, et Barcelone. Si tu prêches à un convaincu, podem fer un travail muy interesant. Molt interessant et ça pourrait ser le futur. La difficulté que l'on a, c'est une difficulté aussi Covid et inter-État. Imagine-toi que le TGV que tu connais de Perpignan à Gérone, si tu veux aller à Gérone maintenant, il faut que tu prennes le bus alors qu'il y a le TGV. Là-dessus, va construire quelque chose, toi. Merci. Bien, bonjour à tous et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à ceux qui sont présents, donc face to face, et aussi bien sûr à ceux qui sont à distance. Je vais saluer aussi bien entendu mes sœurs et confrères des académies qui ont pu participer et qui sont présents à cette séance. Donc le comité d'organisation m'a confié d'animer, de modérer la session sur la présentation des enseignements de santé des plantes, des trois pôles du Grand Sud. Donc, ce domaine de recherche et d'enseignement a beaucoup évolué depuis ma formation en phytopathologie à Paris 11 Orsay avec le professeur Chevaujon, bien entendu. Donc aujourd'hui, les formations qui vont vous être présentées affichent toutes des objectifs qui ont été rappelés par Marc globalement. Dans toutes les présentations des masters, il y est question des questions d'alimentation saine, de répondre aux adaptations au changement climatique, aux perturbations, au stress, réduire les intrants, les pollutions, participer à la transition agroécologique, favoriser la biodiversité, les interactions, la fertilité, etc. etc. Donc je ne reviendrai pas là-dessus, je vais tout de suite donner la parole aux 4 intervenants de cette session pour une dizaine de minutes chacun et nous ferons une discussion groupée en fin de session. Donc je donne tout d'abord la parole au premier intervenant, qui est donc Christophe Jacquet, donc professeur de pathologie et de biotechnologie à l'université Paul Sabatier. Donc, il va nous faire une présentation du domaine donc de la biologie végétale, je crois, particulier. Le micro. Merci, juste une petite précision. On m'a dit de faire 20 minutes. Bon, je vais me dépêcher quand même. Ok, bonjour à tous. Merci aux organisateurs de m'avoir invité, et en particulier à Marie-Thérèse, de m'avoir permis de présenter. Alors, certes, on va parler de santé des plantes, mais pas seulement. J'ai choisi d'élargir un tout petit peu à l'ensemble du master, même si, comme vous allez le voir, en fait, évidemment,
les interactions entre les plantes et les micro-organismes ont une part très importante dans l'enseignement que l'on réalise. Et donc je vais vous présenter un petit peu quelques caractéristiques de ce master qui existe depuis 5 ans maintenant et dont je suis le responsable. Donc, juste pour vous présenter un petit peu ce que je vais vous raconter, je resituerai un peu volontairement un peu large parce que finalement cette présentation est destinée à un moment ou à un autre à finir sur Internet. Donc, si jamais il y avait des étudiants qui regardaient, c'est aussi une occasion pour moi de les convaincre finalement à travailler sur les métiers des plantes. Donc un petit peu de contexte général, un petit peu de genèse aussi pour expliquer comment a été créé ce master. Et alors rassurez-vous, je ne vais pas remonter aussi loin que l'iconographie le suggère, même si vous verrez qu'il y a quand même quelques points communs. J'aurai l'occasion de vous le présenter. Donc en fait, le master est en train de basculer vers une nouvelle version, vers un nouveau contrat. Donc je vais un petit peu actualiser par rapport à un master qui n'existe pas encore, qui commencera en fait l'année prochaine. Et donc je parlerai en particulier des différentes approches de la philosophie finalement de ce master qui a été utilisé. Et je dirai juste un mot sur les débouchés après. Bon, juste donc encore une fois l'importance des plantes et donc les débouchés qui sont rattachés à cette importance est lié au fait que évidemment les plantes sont partout présentes et interviennent dans un nombre de domaines très importants. Évidemment, on pense essentiellement, enfin en premier lieu en tous les cas à l'oxygène, mais évidemment aussi l'alimentation et la boisson. Ainsi que, là c'est plus des éléments de confort, on va dire, de température ou d'habillage, mais évidemment les plantes sont aussi une source très importante de molécules qui rentrent dans la composition de nombreux médicaments et dans le cosmétique. Les plantes sont également évidemment associées à plusieurs domaines de l'environnement. J'en ai cité juste ici quelques-uns, que ce soit les produits biosourcés pour faire des isolements ou des isolations, les biocarburants, notamment pas la première génération, celle-là elle n'est pas bonne, et également des mécanismes de dépollution, de phytoremédiation. Voilà. Alors pour tous ces domaines, en fait, on peut imaginer que les étudiants du master BV puissent intervenir dans les débouchés à un moment, enfin, soit très en aval, soit dans les dernières étapes finalement, mais chacun de ces domaines peut apporter des débouchés. Il existe un autre domaine très important qui n'est pas associé directement au master, mais évidemment on peut aussi rattacher les plantes à la poésie, comme le Petit Prince le disait. Alors, on continue dans le contexte avec évidemment un contexte actuel qui est un peu compliqué à présenter aux étudiants. C'est un peu ça diminue le moral un petit peu quelquefois quand on y réfléchit, effectivement. Donc une population qui augmente, une température qui augmente aussi, et en parallèle la réduction des surfaces cultivées essentiellement associées aux activités humaines, et une diminution à terme très proche probablement des énergies fossiles et des intrants qui sont associés à l'utilisation de ces énergies fossiles, avec également une perte de biodiversité. Donc par rapport à ça, c'est un peu dans ce contexte qu'a été réfléchi finalement le master. Et donc il y a 5 ans, en même temps que la réforme des masters, il y a eu une décision qui a été prise sur le site toulousaine, à l'UPS en particulier, de mettre en place un parcours complet donc sur les plantes, c'est-à-dire une première année de M1 et une deuxième année de M2, alors qu'avant il n'existait que deux années de M2, une orientée plutôt recherche et l'autre côté professionnel. Donc choix de bâtir un master complet avec dans le but comme objectif d'améliorer la visibilité de la filière plante, non seulement auprès des étudiants, mais également évidemment auprès des professionnels de la région.
Et puis en ce qui concerne le master à proprement parler, l'objectif c'était finalement former des étudiants, qui soient capables de devenir des cadres supérieurs. Alors, pas pour sauver le monde directement en tous les cas, mais en tous les cas pour participer à la mise en place de solutions qu'on peut estimer, alors scientifiques évidemment, mais surtout innovantes et technologiques. Et donc ça fait partie vraiment de ce qu'on enseigne finalement. Oui, c'est vraiment à la base des enseignements de différents lieux du master. Donc, tel qu'il a été pensé en fait pour recouvrir justement tous ces défis à challenger. Deux grands domaines sont potentiellement considérés dans le master. Évidemment, en premier lieu, tout ce qui a trait aux sciences végétales. Et la deuxième partie, c'est plutôt associé à l'environnement, aux sciences de l'environnement, et notamment l'environnement agricole en particulier. Les deux domaines étant dans un objectif, ce qui est enseigné à l'intérieur, en tous les cas, d'une agriculture et d'un développement qui soit plus durable, plus respectueux de la planète, des ressources de la planète en particulier. Alors, donc, du coup, une fois qu'on a dit ça, comment on a fait pour réfléchir au contenu du master, hein. En fait, on a décidé de raisonner un petit peu par mots-clés. On a fait 2 parcours. Donc, ces 2 parcours ont finalement tous les deux pour but de répondre à la question comment produire plus de nourriture avec moins d'intrants, moins de terre, moins d'eau et moins d'énergie fossile. Donc évidemment, c'est pas évident sur le papier au départ, quoi. Hein. Et donc la stratégie à laquelle on a pensé, on a orienté finalement les enseignements, hein, c'est vraiment d'exploiter dans un premier temps la biodiversité naturelle des plantes, de façon à, d'une part, mieux comprendre le développement, avec à chaque fois des idées plus allant vers l'appliqué, hein, comment ces connaissances pourraient être ensuite appliquées. Donc, comprendre le développement, découvrir en comparant donc la diversité, les mécanismes d'adaptation, notamment de résistance au stress abiotique et biotique, bien sûr. Proposer à partir de là des stratégies d'amélioration génétique et biotechnologique. Hein. Imaginez la création de variétales plus résistantes et plus résilientes à l'environnement. Et évidemment, le dernier point qui est probablement un des plus importants, hein, ça va être vraiment l'étude, l'utilisation, l'exploitation des micro-organismes du sol et potentiellement des interactions qu'ils vont avoir avec les plantes. Donc, c'est en prenant finalement ces 4 mots-clés qu'a été bâti le premier parcours, hein, puisqu'il s'appelle développement et amélioration des plantes en présence de micro-organismes. Et donc, du coup, on avait l'acronyme suivant, ADAM pour ces différents termes, qui est centré donc sur les sciences et les biotechnologies du végétal et bien sûr les interactions plantes-micro-organismes. Donc évidemment, on s'est creusé la cervelle un petit peu pour savoir comment on allait noter le deuxième, comment on allait l'appeler. Et en fait, on a aussi raisonné avec des mots-clés. Et donc, c'est un parcours qui est très mutualisé, notamment avec l'écologie. On voulait quand même que les plantes soient au centre, donc on a appelé ça écologie végétale. Et le dernier point, c'était évidemment les sciences de l'environnement. Donc, nous avions notre couple, Adam et Ève, avec Ève étant un parcours orienté sur les sciences à la fois du végétal, mais avec une volonté de se situer finalement à l'interface entre une partie un peu fonctionnelle sur le végétal, une partie environnement et écologie. Voilà, donc ça c'est le master tel qu'il a fonctionné pendant 2 ans. Pardon, 5 ans. Hein, donc l'an prochain, on fait un nouveau saut. Et après une idylle de 5 années, on a appris la disparition brutale, un peu brutale, on va dire, du parcours de Ève. Et heureusement, elle n'est pas complètement morte, puisque son esprit, finalement, perdure par la suite, au moins en partie, dans le master que vous présentera Jean-Philippe tout à l'heure, qui s'appelle Functional Biology and Ecology.
Bon, devant la disparition de Ève, évidemment, Adam a eu le cœur brisé. Et donc, du coup, on ne pouvait pas garder le même nom pour la suite. Et donc, on a fait plus simple. On a appelé le prochain master, donc, biologie des plantes et des micro-organismes associés. Alors, j'ai mis un petit arrobas pour montrer qu'on s'intéresse en particulier aux messages qui existent entre les plantes et les micro-organismes. Et puis, éventuellement aussi pour dire que c'est une version 2.0 par rapport à la version Adam actuelle. Donc, juste un mot pour dire que Didier Aldon prendra la co-responsabilité avec moi, et donc on a commencé évidemment à travailler sur cette maquette avec lui et avec l'ensemble de l'équipe enseignante. Alors, au niveau des objectifs donc de ce nouveau parcours, de cette nouvelle maquette, évidemment toujours, bon, ça ressemble beaucoup aux objectifs qu'il y avait dans Adam en particulier, hein, comprendre le développement et les mécanismes d'adaptation des plantes à leur environnement en exploitant leur diversité génétique, maîtriser les stratégies qui vont permettre d'étudier les plantes donc sous toutes leurs coutures, du génome au champ, voilà. Et puis le dernier point qui est vraiment centré sur les micro-organismes qui, dans le but de mieux les comprendre, mieux les connaître, mieux les identifier et mieux comprendre finalement les interactions qui existent entre ces plantes et ces micro-organismes. Donc finalement, la philosophie qu'il y avait dans Adam et Ève aussi, hein, qui a perduré dans le sens où l'objectif est vraiment d'avoir une approche pluridisciplinaire avec tout un tas de mots-clés et tout un tas de champs scientifiques, avec des enseignants qui appartiennent des sections CNU de 64 jusqu'à 68, hein, mais qui permettent vraiment de couvrir tous ces domaines-là, de façon au final à avoir finalement, on peut parler de biologie intégrative sur les plantes et les micro-organismes. Donc voilà, c'est dans cet esprit qu'a été monté ce nouveau master, qui sera co-accrédité, donc notamment avec l'INP et l'ENSAT. Et donc du coup, à ce titre, on recrute aussi de temps en temps des élèves ingénieurs qui sont en dernière année et qui peuvent intégrer donc le M2 du master BV. Autre spécificité du master. Alors, bon, le M1 nous permet vraiment d'avoir un champ de connaissances et de compétences assez poussé pour les étudiants, hein, qui permettent vraiment d'accéder aux connaissances et aux méthodologies qui vont leur permettre de comprendre et d'analyser les plantes. Et la grande nouveauté du nouveau parcours, en fait, finalement, c'est que l'année de M2, finalement, ça va être réellement un M2 à la carte, avec un choix multiple d'UE qui sont à la fois soit fondamentales, soit appliquées. Et donc, on ne fera plus en particulier la différence qui existe actuellement entre les recherches et le M2 professionnel. Importance de l'expérimentation, avec notamment une UE complète où il n'y a que des TP, et puis bien sûr les 2 stages obligatoires. Bon, en ce qui concerne évidemment l'importance des IPM, elle se manifeste à travers notamment 6 UE, 4 UE de M1 et 2 UE de M2, dans lequel on a des thématiques à la fois fondamentales, sur l'immunité végétale par exemple, ou sur les stratégies infectieuses des bioagresseurs, également sur le microbiome, et évidemment sur la compréhension des génomes de plantes et des micro-organismes. Le M2, il y a une UE plus appliquée, santé durable des plantes justement, et une UE où l'ensemble des intervenants, notamment une grande partie en tous les cas des intervenants appartenant au LRSV et au LIPME, présentent des thèmes plus associés notamment aux interactions plantes-micro-organismes. Voilà, quelques petites spécialités ou spécificités aussi pour le master, hein. Alors on a mis en place un certain nombre d'UE évidemment qui permettent aux étudiants d'acquérir un certain nombre de compétences transversales, à la fois pour mettre en place des protocoles, mais aussi pour mieux exploiter tout ce qui est données expérimentales, les interpréter de façon rigoureuse, et une nouvelle UE qui va voir le jour, hein, parce que c'est une UE qui est vraiment dans l'air du temps
notamment pour les chercheurs, les enseignants-chercheurs qui commencent à travailler sur la diversité végétale. C'est une UE qu'on a appelée du terrain au labo, où là, l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à collecter des échantillons végétaux en particulier, hein, et microbiens, et donc de savoir ensuite comment les collecter, tout en respectant des aspects législatifs, en particulier protocole de Nagoya, etc. Donc tout ça, ce sera enseigné au sein de cette UE. Et puis donc on a des UE de statistiques, de biologie computationnelle et les fameuses sciences omiques, là, qui comprennent 2 UE en M2, pour vraiment que les étudiants maîtrisent ces différentes techniques. Voilà. Avant-dernière diapo pour dire que évidemment le master continue de s'appuyer sur des infrastructures à la fois publiques et privées, très importantes pour nous, à la fois parce que ce sont les acteurs qui interviennent dans les enseignants, mais aussi parce qu'ils sont fournisseurs de nombreux stages, et donc vis-à-vis desquels on est toujours agréablement servi, avec une mention spéciale en particulier pour De Sangos, qui nous fournit vraiment à la fois le gîte et le couvert, entre guillemets, en tous les cas les interventions et les stages au pluriel. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Voilà. Dernière diapo sur un mot sur les débouchés, hein, qui ont été finalement décrits à partir d'un sondage qu'on a fait lors des 2 années précédant le Covid. Évidemment, je n'ai pas compté la partie Covid parce que ça fausse un peu tout. Mais en gros, on peut dire que les étudiants sortent du master, ils mettent à peu près en moyenne 3 mois à trouver un CDD ou un CDI même quelquefois, hein, que parmi les travaux les jobs qui sont trouvés, on a beaucoup de thèses et ce pourcentage en thèse augmenterait si on ne prenait juste que la partie Adam, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants associés à la recherche. Voilà, que les jobs s'établissent essentiellement en Occitanie et avec une partie moitié-moitié entre le public et le privé. J'ai menti, il y a une dernière diapo. Pour remercier finalement, pour que le master marche, il faut évidemment une équipe de responsables soudés. Donc je voulais officiellement ici donc remercier pour le M1 donc Jean-Philippe et Patricia, pour le M2 Christophe et donc nouvelle personne, nouveau co-responsable du Master 2 qui s'est aussi occupé cette année du M1, Didier Aldon. Donc merci au secrétariat pédagogique ainsi qu'à tous les responsables du E et les intervenants. Un mot aussi pour dire finalement merci à Marie-Thérèse, à Michel Dron et à Claire Nema qui, à un moment de leur vie, de ma vie en tous les cas, m'ont fait confiance. Et c'est aussi grâce à eux et grâce à des personnes comme ça pour lesquelles j'ai pu avoir la chance de faire ce que je fais. Donc merci à vous et merci de votre attention. Bien, merci Christophe pour cette présentation globale du master biologie végétale et de son évolution. Donc nous allons maintenant passer aux autres présentations de master. J'invite tout d'abord Claire Nema, donc professeure de Montpellier Supagro, donc l'Institut Agro, et qui était aussi directrice d'une unité biologie et génétique des interactions plantes-parasites. Donc à nous présenter donc les activités master à Montpellier. Bon. Merci André. C'est obligatoire le micro ? Ok, non mais c'est parce que j'aurais pu enlever mon masque. Non, parce que alors si tout le monde passe au micro, excusez-moi, mais je vous raconte la transmission virale. Bon, il faudrait désinfecter. On va pas passer, on n'a déjà pas de temps. Bon, bonjour, merci aux organisateurs de me donner l'occasion de présenter les enseignements en santé des plantes à Montpellier. Alors,
Bon, moi, je vais faire 10 minutes. Hein, on m'a bien dit 10 minutes. Hein. Donc, en tant qu'enseignant-chercheur de l'Institut Agro Montpellier Supagro, donc je vais d'abord vous présenter effectivement ce que l'on fait en santé des plantes à Montpellier Supagro. Oui, c'est pas très pratique. Hop. Alors, en santé des plantes, on a trois formations qui sont adossées. On a celle des ingénieurs, protection des plantes et environnement, qui date, puisque c'est la 47e promo d'ingénieurs actuels, donc qui date de 1973. Est adossé à cette option un master santé des plantes et un master 2 Erasmus Mundus Plant Health. Le master santé des plantes, il fait partie du... Il n'y a pas une autre façon de dérouler? Hein? Non, c'est pas ça. Parce que c'est pas... je ne vois pas. Christophe, viens m'aider, toi qui es jeune. Non, ça ne marche pas. Je vais y arriver. Parce que sinon, je ne vais pas... Hein? Non, mais c'est pas grave. Donc, le master Plant Health est un master européen. À Montpellier, on a un M2. En fait, les étudiants ont la possibilité de faire DM1 soit à Valence, soit à Göttingen. Et puis, en M2, c'est Göttingen, Valence, Padoue ou Montpellier. Et ce parcours est effectivement adossé à la protection des plantes. Et le master 2, le parcours santé des plantes, fait partie d'un master qu'on appelle le master 3A à Montpellier et qui regroupe un très grand nombre de parcours. Et dans ce master 2, en fait, on accueille des étrangers ou des personnes en formation continue ou en apprentissage. Alors, la particularité de cette formation, de l'option PPE ainsi que des masters, c'est une formation sur les 3 établissements. Donc, on n'a pas attendu la formation de l'Institut Agro. D'ailleurs, nous, on a AgroParisTech avec nous. Donc, il y a Montpellier, AgroCampus Ouest et AgroParisTech. Et cette formation se déroule en 3 séquences. Une autre particularité, c'est que c'est un comité de pilotage avec des professionnels, et ça depuis un très grand temps. Une alternance qui est possible pour les parcours PPE et santé des plantes, pas évidemment pour les Plant Health. Et la particularité aussi, c'est qu'il y a un module de culture tropicale pour les santé des plantes et les Plant Health. Jusqu'à l'année dernière, je le faisais en collaboration avec l'Université de La Réunion, mais depuis la nouvelle maquette à l'Université de La Réunion, ce n'est plus possible. Donc, on le fait directement sur Montpellier. Donc, les objectifs de la formation, donc ça regroupe effectivement, comme tout master santé des plantes, c'est une formation qui veut donner des connaissances nécessaires globales pour toute la protection des plantes. Alors, évidemment, c'est une formation il y a de la phytopathologie, de la zoologie, donc on travaille sur les ravageurs, sur les maladies et sur les adventices, donc il y a de l'écologie. Et globalement, donc, on essaye de diagnostiquer, de connaître les agents pathogènes et les ravageurs, ainsi que les adventices, et surtout de concevoir des solutions techniquement satisfaisantes. Et en analysant les problèmes, essayer de mieux gérer effectivement les cultures. Alors, il y a un très fort lien avec les entreprises dans ces formations, puisque les partenaires socio-économiques font partie du comité de pilotage, proposent de très nombreux stages et de l'alternance, évidemment. Et donc, en particulier, les ingénieurs sont en contact avec les entreprises lors de colloques
ou qu'ils peuvent suivre, en particulier à Montpellier, la CIMA de Tours, etc. Donc tous ces colloques avec les professionnels, les étudiants des options de PPE et des 2 masters les suivent tous les ans. Enfin, sauf quand il y a eu Covid. Mais bon. Donc cette formation, elle est sur 3 établissements, 3 séquences, donc à peu près 9 semaines à Montpellier, 7 à Agrocampus Ouest et 8 à AgroParisTech. Et on a construit l'enseignement vraiment autour de ces 3 séquences, c'est-à-dire qu'à Montpellier, on fait surtout le diagnostic, l'écologie, la gestion agroécologique, la résistance des plantes. À l'Agrocampus Ouest, c'est tout le côté épidémiologie, biologie des populations et risques, analyse des données. Et à AgroParisTech, c'est épidémiologie, protection des plantes et toutes les réglementations. Et évidemment, après, il y a les 6 mois de stage. Et là, les soutenances se font toutes à Montpellier fin septembre et toutes les 2 promos peuvent ainsi se retrouver. Donc, il y a les responsables nationaux. Alors, peut-être ce que je peux dire aussi, c'est qu'il y a également une option horticulture à Rennes-Angers, parce qu'AgroCampus Ouest, c'est Rennes et Angers, qu'il est possible de suivre évidemment en option. Donc, il y a des modules Rennes et Angers qui sont en commun. La répartition des stages. Donc, je vous ai mis la répartition des stages ici en 2010-2019. C'est pour vous montrer que, bon, par rapport aux très nombreux stages qui sont proposés, il y en a beaucoup dans la recherche publique. Hein, la légende est en dessous, évidemment. Et les instituts techniques, c'est ce qui, finalement, c'est là où la majorité des étudiants vont. Sinon, il y a beaucoup aussi dans les associations coopératives et les firmes phytosanitaires et d'autres entreprises. Et si on regarde un peu les secteurs d'activité des métiers issus de la formation, en particulier donc la formation PPE et santé des plantes, on voit finalement qu'on a un grand panel d'activités qui change, mais ça c'est les dernières années où on voit qu'il y a beaucoup il y a de l'agrochimie, mais il y a beaucoup de biocontrôle actuellement. Dans les ministères aussi, dans les enseignements, il y a des poursuites en thèse, mais ce n'est pas la majeure partie des étudiants, sauf pour les étudiants évidemment Erasmus Mundus, qui font majoritairement, eux, des doctorats après. Donc, je voulais quand même... voilà, ça c'était les masters qui sont vraiment tournés vers la santé des plantes et qui globalement travaillent que sur la santé des plantes. Mais on intervient également en santé des plantes, et c'est très important, dans d'autres options de l'Institut Agro qui sont à Montpellier, qui sont en particulier celles de la production végétale durable, avec également une option de master qui est agrodesign, où on travaille sur les systèmes de culture, sur la gestion et la proposition de systèmes de culture innovants. Et là, on a de la santé des plantes, avec de l'amélioration des plantes d'ailleurs. Donc, pour une fois, on a des agronomes qui travaillent avec les améliorateurs et avec les phytopathologistes pour proposer des nouveaux systèmes de culture. Et évidemment, la santé des plantes est très importante dans l'option viticulture-onologie, où il y a également un master Erasmus et un master vinifera, où on a des modules importants dans toute la protection du vignoble. Donc, voilà. Alors, je ne pouvais quand même pas ne pas parler de l'Université de Montpellier, où on participe, en tant qu'enseignant-chercheur de Montpellier Supagro, on participe à ma balle d'enseignement. Donc là, c'est la nouvelle maquette qui a commencé cette année. Donc, il y a un master donc biologie agrosciences, et dans ce master, il y a 4 parcours plantes, dont un parcours interaction plantes micro-organismes. Donc, je n'irai absolument pas dans le détail, mais je vais vous montrer dans ce parcours interaction plantes micro-organismes, donc qui ressemble beaucoup à ce que vient de nous présenter Christophe à Toulouse. Donc, mais c'est plus au niveau des mécanismes moléculaires qui sous-tendent les interactions des plantes et leur environnement biotique. Et c'est là qu'on voit que c'est assez complémentaire à ce que l'on propose, nous, à l'Institut Agro, avec nos formations de protection des plantes et de master. Il y a dans ce parcours interaction plantes-micro-organismes, en première année, il y a 3 modules de IPM, éléments de pathologie végétale, dont je suis co-responsable, et de biologie cellulaire et moléculaire végétale. Donc on voit qu'il y a vraiment une base de protection des plantes et de pathologie végétale en particulier qui est donnée dans son M1, dans ce parcours. Et en M2, donc à partir de cette année, donc il y a effectivement des modules obligatoires et la protection des cultures est là. Et dans ces modules de l'Université de Montpellier, non seulement les enseignants-chercheurs sont sollicités, mais tous les chercheurs, en fait, en particulier maintenant de
de FIM, c'est-à-dire du Plant Health Institute of Montpellier, où on a toutes les unités de phytopathologie qui sont réunies. Et il y a des unités optionnelles, comme par exemple la virologie, où la virologie végétale est importante, mais pas que, puisque c'est virologie vraiment animale, humaine et végétale. Et il y a également une école thématique phytobiome qui va commencer cette année dans ce M2 et qui est portée par Elsa Balini, qui est enseignant-chercheur, entre autres avec Pierre Tchernik. Donc on est souvent deux co-organisateurs entre Institut Agro et Université de Montpellier. Voilà. Donc les étudiants ont de quoi faire. Bien, merci Claire donc, pour cette présentation. Nous allons poursuivre donc, par la présentation par Jean-Philippe Gallo du nouveau master de biologie végétale à l'UPS, donc qui vous a été introduit par Christophe tout à l'heure. Donc je lui donne la parole pour une présentation plus détaillée. Ok, merci. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de me donner la possibilité de faire une présentation de cette nouvelle formation et je vais présenter en fait de façon plus générale la Graduate School, ce qu'on appelle l'école universitaire de recherche, ou Tulip Graduate School, qui est en fait entre les deux universités de Toulouse, l'université Paul Sabatier, et l'université de Perpignan, l'UPVD. Alors ce projet, c'est un projet récent puisqu'il a démarré en 2020 et il va aller jusqu'en 2028. Et il est coordonné, la coordination est assurée par Jean-Marc Doragon, qui est professeur à Perpignan, Monique Garde et moi-même, qui sommes tous les deux professeurs à Paul Sabatier. Donc ce projet, il est financé par l'ANR dans le cadre des projets PIA 3. Et en fait, il est porté par l'Université fédérale de Toulouse et il va associer différents tutelles, l'Université Paul Sabatier, l'Université de Perpignan, l'École nationale polytechnique de Toulouse, mais également l'INRAE et le CNRS. Alors, ce projet, en fait, il s'appuie bien évidemment sur les contours du LabEx Tulip, dont Christophe a un petit peu parlé, Christophe Roux tout à l'heure, et en fait, qui a des contours un peu plus larges que celui de la Fédération de recherche, puisqu'au-delà de la Fédération de recherche, il va associer deux autres laboratoires à Perpignan, le LGDP et l'IHPE. Et en fait, ça représente en fait l'association de 6 laboratoires, soit environ 700 personnes, si on compte les permanents et les non-permanents, bien sûr, et des laboratoires donc à Toulouse, à Perpignan, ou sur le site du Moulis, le laboratoire ou la station d'écologie théorique et expérimentale du Moulis. Alors, ces laboratoires, en fait, travaillent sur les interactions entre les organismes vivants, et ça peut être des modèles plantes, et également sur des aspects avec leurs agents pathogènes, qui peuvent être soit pathogènes ou symbiotiques, mais en relation avec les conditions de l'environnement qui vont influer sur la nature de ces interactions, le devenir de ces interactions. Alors les projets phares en termes d'enseignement, bien évidemment, ça a été de créer un nouveau master ouvert à l'international, qui est donc assuré 100% en anglais, et qui va en fait impliquer des enseignants-chercheurs des deux universités, mais également des chercheurs des laboratoires INRAE et CNRS. Et pour cette année, je vous donne un exemple, il y a eu plus de 90 personnes qui ont participé, dont plus de la moitié des gens du CNRS ou de l'INRAE à cet enseignement. Pardon, ouais, merci pour le micro. L'objectif, c'est de former des étudiants qui vont être, on va dire, formés à l'interface entre deux domaines, que sont la biologie fonctionnelle et l'écologie. Et ce que nous a demandé l'ANR pour être lauréat de ces projets, c'est d'être transformant dans l'apprentissage. Et donc, on a un apprentissage un peu différent des deux masters qui viennent de vous être présentés, pour être un peu différent. Et l'idée, c'est de faire un apprentissage par projet, avec une immersion forte et très rapide des étudiants dans les laboratoires. Donc, je l'ai déjà indiqué, ça implique des enseignants-chercheurs et des chercheurs des deux universités. Et on a prévu, dans le cadre du M2, d'avoir des invités internationaux qui viendront également donner cours aux étudiants. Toute cette formation va au-delà du master, puisqu'il y a des projets avec les écoles doctorales et les bourses de thèse, qui va donc associer les deux écoles doctorales, l'une de Toulouse et l'autre de Perpignan. Alors les objectifs, en fait, il y en a deux. Il y a un objectif, bien évidemment, d'enseignement, qui concerne le master Tulip. Donc, je vais vous le détailler très rapidement, bien sûr. Vous avez ici une image de la plaquette de ce nouveau master. Mais c'est aussi un projet qui vise à promouvoir également la recherche de nos laboratoires,
de manière à attirer des étudiants de l'international dans nos labos. Alors, ce master, en fait, il est constitué bien évidemment sur 2 années. Une première année qui va recruter principalement à l'international. Et je vous avoue que cette année, ça a été un peu difficile compte tenu de la situation sanitaire, comme vous le savez. Donc on a eu un recrutement plutôt national ou régional et venant des différentes universités françaises. Et on a une capacité d'une 20aine d'étudiants. Et on a en M2 la possibilité d'accroître, on va dire, cette capacité à 30 étudiants parce qu'on va s'appuyer sur les masters existants des universités et de leur permettre en fait de pouvoir réintégrer notre master s'ils le souhaitent, et en accord avec bien sûr les responsables des masters existants. Et puis bien sûr, ce master va déboucher sur un programme doctoral par la suite. Donc comme je vous le disais, en fait, on va s'appuyer sur les masters existants, et le master biologie végétale dont Christophe Jacquet vous a parlé tout à l'heure, et qui est en fait un pilier pour nous, puisqu'il est beaucoup plus moléculaire que nous, et nous on essaye d'être justement à l'interface en ce domaine-là. Et l'autre pilier, c'est en fait les masters qui sont plus dans le domaine de l'écologie, qui existent soit à Toulouse et à Perpignan, sur lesquels on va essayer, nous, de créer quelque chose à l'interface entre les deux. Et donc, comme je vous le disais, l'idée, c'est d'avoir des passerelles pour permettre l'accueil d'étudiants qui souhaiteraient à un moment venir travailler sur des sujets plus à l'interface, plus vers le moléculaire ou aller plus vers le domaine écologie. Alors ce master, en fait, l'idée c'est d'acquérir effectivement toutes les bases nécessaires en biologie fonctionnelle et en écologie, et dans le domaine des interactions organisme-organisme et avec l'effet de l'environnement. Donc pour cela, en fait, les étudiants sont amenés à aller dans les laboratoires, donc dans tous les laboratoires qui vont assurer des cours et des visites des plateformes technologiques qui sont associées. Christophe Roux a eu l'occasion d'en parler pour celles qui étaient à Toulouse notamment, mais il y en a à Perpignan. Et en fait, ça va se découpler selon 2 grands modules, un de biologie fonctionnelle, l'autre d'écologie et d'évolution. Et bien évidemment, il y a une part statistique et informatique ou bioinformatique qui va être important pour ces étudiants. L'idée, en fait, c'est vraiment d'aller de l'échelle moléculaire, cellulaire, à l'organe, à la plante et même à l'écosystème, et d'essayer de comprendre, on va dire, comment les organismes répondent à différentes échelles et d'aborder les problèmes au niveau de ces différentes échelles. La première année, ensuite, après ces cours, l'originalité, c'est d'avoir créé ce qu'on appelle un Junior Lab. Et l'idée, là, c'est de proposer à des étudiants de travailler en groupe et sur des projets, on va dire, et d'être à l'origine de monter un projet et de le réaliser d'un point de vue pratique en lien avec les laboratoires. Donc ça veut dire que les étudiants seront dans les laboratoires qui vont accueillir ces projets. Et ces projets, en fait, ils vont être élaborés à partir d'une question, d'une problématique qui va émaner de partenaires socio-économiques qui nous ont soutenus lors du montage du projet. Et c'est des partenaires, bien évidemment, qui sont principalement localisés dans la région Occitanie. Et donc, vous avez là, ici, la liste des partenaires. Et cette année, pour un exemple, il y a un groupe d'étudiants qui va travailler sur un projet de Sangos. Vous aurez l'occasion d'en entendre parler, pas de ce projet-là, mais des activités des laboratoires de Sangos. La deuxième année, c'est au cours de la deuxième année qu'on aura des chercheurs ou enseignants-chercheurs invités qui pourront venir assurer des cours et des évaluations de nos étudiants. Et puis, bien évidemment, comme tout M2, il va s'agir d'avoir un stage individuel pour ces étudiants. Et donc, ils seront à même de monter leur propre projet. Et ça peut être dans les laboratoires Tulip, bien sûr, ou en France ailleurs, ou ailleurs à l'étranger. Et il y a une dernière petite exercice qu'on leur demandera, c'est d'essayer de d'écrire une mini-revue sous forme en travail de groupe pour essayer de voir, et si cette revue est estimée de qualité, elle pourrait être soumise évidemment pour publication, et tout ça sous la responsabilité ou sous l'encadrement de tuteurs. Alors sur la recherche, je ne vais pas en dire beaucoup plus, ce n'est pas l'objectif au-delà, mais l'idée en fait c'est aussi de promouvoir la recherche et d'avoir des activités en faveur des chercheurs, et pour cela en fait le projet propose 6 appels d'offres annuels qui sont à destination des doctorants qui sont dans nos laboratoires, donc des appels d'offres pour la mobility, pour avoir des projets annexes à leur thèse ou des projets qui peuvent être liés à des projets d'enseignement. Un appel d'offres à destination des étudiants de L3 pour les attirer vers nos laboratoires, mais également vers les étudiants de Master 2, et ça c'est pour les bourses de thèse. Et le dernier appel d'offres concerne en fait des actions vis-à-vis des chercheurs et enseignants-chercheurs pour leur permettre en fait d'aller se former à l'extérieur pour essayer d'acquérir de nouvelles technologies ou d'aborder des questions scientifiques de façon un peu différente. Alors comme vous le voyez, en fait, je ne vais pas détailler grandement ceci, mais
C'est pour vous montrer en fait l'interaction qu'il y a entre l'EUR et le LabEx. Chaque structure a sa propre coordination, a son propre conseil exécutif, et pour cela, l'EUR s'appuie sur un advisory board qui est constitué de personnalités françaises ou étrangères, qui donne un avis sur les différentes actions et qui participe à la sélection des étudiants pour les attributions des bourses de thèse notamment. Et en fait, le point commun entre les deux, c'est que le conseil pédagogique est commun entre les deux structures et que ce conseil pédagogique, bien évidemment, va s'appuyer sur nos laboratoires, les 6 laboratoires de Toulouse et de Perpignan, dans lesquels les membres participent à ces différents conseils. Alors, ma dernière diapo, c'est en fait les soutiens qui ont été apportés lors du montage du projet. Donc, bien évidemment, nos institutions, mais également la région Occitanie qui a mis vraiment pas mal d'énergie pour nous soutenir. On a des collaborations avec l'Université du Québec sur des aspects de pédagogie innovative, des collègues internationaux et tous les partenaires socio-économiques de la région Occitanie. Voilà, je voulais vous remercier pour m'avoir écouté. Oui, ok, merci beaucoup Jean-Philippe pour cette présentation. Oui. Non, attends, il y a encore. Donc, il nous reste une dernière présentation donc, du Master of Science Boost pour l'Université de Côte d'Azur. Alors, je ne sais pas quel est l'intervenant. J'avais Laetitia Zurlato. Donc, d'accord, très bien. Eh bien, vous avez la parole. Voilà, c'est bon. Oui, donc bonjour, je suis Nicolas Poli, enseignant-chercheur à l'Université Nice-Côte d'Azur et je réalise en fait mon activité de recherche sur le site toulousain, au LIPME. Et donc c'était normalement Laetitia Zurlato, la directrice de ce Master of Science, le biocontrôle pour la santé des plantes, mais ne pouvant pas venir. Donc c'est moi qui m'y colle en tant que participant à ce Master. Donc merci pour l'invitation pour présenter donc ce master. Donc simplement un petit peu de géographie. Alors tout simplement donc le colloque santé des plantes donc sur Toulouse. Donc on va migrer cap à l'est. Donc pour vous présenter donc on est à proximité de l'Italie. Donc l'université Côte d'Azur, donc qui est une université pluridisciplinaire. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est simplement de faire une petite migration vers la technopole de Sophia Antipolis, et en particulier donc l'Institut Sophia Agrobiotech, donc qui est en fait un centre où des laboratoires de l'université, mais également de l'INRA et du CNRS ont contribué à construire un nouveau bâtiment il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, et dont je dirais le thème général, initialement donc, des gènes aux écosystèmes, mais s'intéresse plus particulièrement maintenant sur la santé des plantes. Et c'est en particulier dans ce cadre-là qu'a été monté un Master of Science, Master Boost, donc, que je vais présenter. Alors, on ne va pas forcément revenir dans le détail sur cette importance de la santé des plantes, qui est un véritable défi environnemental. Donc, simplement avec cette vision très simpliste et la nécessité d'avoir des systèmes de production agricole pour continuer à augmenter la production et la qualité. Malheureusement, bien évidemment, ça va passer par effectivement l'apport d'intrants, une utilisation intensive d'intrants. Alors tout à l'heure était évoqué en préambule le prix de la tonne de blé qui était effectivement exceptionnellement importante. Il ne faut pas oublier que les intrants sont également, peut-être, si on prend le cas des engrais azotés, à leur maxima depuis de nombreuses années, où on est quasiment à 800 ou 900 euros la tonne de d'urée. Donc ça peut être un des leviers pour justement diminuer l'introduction de ces intrants, le prix. Mais bon,
l'ensemble de cette augmentation de la production et de l'utilisation de ces intrants conduit aussi malheureusement à un déclin de la biodiversité. Et donc, c'est là où va s'inscrire un petit peu le projet, enfin le Master of Science, c'est la nécessité de concilier l'augmentation de la qualité, de la quantité de production avec la préservation, bien sûr, de l'environnement et de la santé humaine. Alors, je vais brièvement évoquer cette notion-là. C'est effectivement a été mis en place il y a quelques années maintenant le programme Ecophyto, dont l'objectif était effectivement de diminuer de 50% la production, l'utilisation des produits phytosanitaires, tout simplement en mettant en œuvre des technologies de production de plantes minimisant les dangers et les risques pour la santé humaine et l'environnement. Donc, on va toucher un certain nombre de secteurs d'activité, bien sûr l'agriculture, mais pas uniquement, donc l'industrie des produits phytosanitaires, mais également l'agroalimentaire et, si on voulait relister, comme l'a évoqué Christophe tout à l'heure, la cosmétique, la région grassoise avec l'industrie des plantes à parfum. Donc, comment atteindre ces objectifs en réduisant la dépendance aux produits chimiques et la protection des plantes. Donc, l'un des aspects qui a été abordé, l'un des aspects clés va être le biocontrôle. Donc, ces stratégies et des produits respectueux de l'environnement et de la santé humaine qui contribuent à améliorer la santé et la croissance des plantes. Au travers de trois défis. Donc, d'une part, la biostimulation. Vous avez également ensuite la bioprotection. Donc, l'exemple le plus classique, c'est l'utilisation d'auxiliaires de culture, donc comme la coccinelle en tant que dévoreuse de pucerons, mais également aussi en augmentant la résistance naturelle des plantes. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'Université Côte d'Azur, au travers de l'Institut Sophia Agrobiotech, a décidé de mettre en place une formation, alors bien évidemment tournée avec les acteurs et les enseignants, je dirais, de cet Institut Sophia Agrobiotech, donc à la fois de la recherche et de l'innovation, portée par des partenaires tels que l'INRA et le CNRS, mais également adossée à la reconnaissance de ces chercheurs et de ce personnel dans le domaine de ce biocontrôle. Également, on retrouve ici un des chercheurs qui est animateur du consortium de biocontrôle, et donc ce consortium, l'interface entre les partenaires publics et le partenaire privé. Et c'est au même moment finalement que l'IDEX JEDI de l'Université Côte d'Azur s'est mise en place au travers d'actions structurantes, et en particulier avec la volonté de mener une recherche et une innovation transdisciplinaire, en essayant de casser un petit peu les schémas classiques et essayer de décloisonner l'ensemble des disciplines. Et donc c'était pour former des étudiants, pour relever les défis, pour une production des plantes basée sur des solutions respectueuses de l'environnement. Alors je ne développerai pas complètement le programme, mais tout simplement on est ici, c'est un Master of Science, Master Boost. Donc c'est un master, donc bien évidemment sur 2 années. Alors c'est à l'international, donc c'est la deuxième, cette année sortira la 2e promotion. Donc on a effectivement, malgré le contexte sanitaire difficile, on arrive malgré tout à avoir des étudiants venant de l'étranger. C'est pas forcément simple, mais enfin bon, on y est arrivé. Donc c'est forcément un enseignement tout en anglais et avec 3 cœurs importants. Donc d'une part, bien évidemment, des fondamentaux. Dans une terre de rugby, les fondamentaux, c'est l'enseignement ici. Les cours obligatoires. Alors, on est sur des promos d'une 15aine d'étudiants. Donc ça va être principalement surtout des cours intégrés avec beaucoup d'échanges et avec une composante majeure, je dirais, la biologie. Mais on s'est rendu compte, bien évidemment, de la nécessité d'utiliser, de former ces étudiants sur des notions de chimie, mais également, donc, que ce soit les outils numériques, et surtout des aspects législatifs. Le biocontrôle, c'est aussi l'introduction éventuellement de nouveaux organismes, donc avec cette notion de législation et de propriété intellectuelle. Donc bien sûr avec des aspects de management. L'autre élément, le deuxième pilier finalement de ce master, c'est de favoriser l'apprentissage actif et en autonomie. Le principe va être de faire une semaine d'enseignement de cours magistraux, de cours intégrés,
alterner avec des semaines de stage, donc de semaines de projet. Donc les étudiants vont devoir réaliser 2 projets, qu'ils se soient des projets niveau expérimental, bibliographique, tout simplement prestation de services. Donc dans les fameux challenges, donc soit le biointrant, soit l'amélioration végétale, soit les micro-organismes. Et donc en association bien sûr avec les chercheurs, les enseignants-chercheurs du centre, enfin de l'Institut Sauveur Agrobiotech, donc réaliser 2 projets dans ce cadre-là en autonomie. Et enfin, bien sûr, mais donc là, rien de surprenant ou assez classique, c'est bien sûr une insertion professionnelle ou du moins des stages. Alors ici, à Nice, on a fait le choix de faire des stages longs. Donc dès le Master 1, on va avoir 4 mois de stage jusqu'à 6 mois pour la deuxième année. Donc voilà, simplement, donc ce Master Boost, c'est l'accueil d'étudiants donc au sein en fait de l'Institut Sauveur Agrobiotech. Donc en lien, bien sûr, ce sont des enseignements en lien avec les milieux professionnels. Alors effectivement, historiquement, la Côte d'Azur, c'était plutôt les plantes à parfum. Donc avoir bien sûr un aspect fort avec les producteurs, les horticulteurs de ce bassin. Mais bien évidemment, cela, ça va au-delà de ce secteur d'activité. C'est une approche multidisciplinaire. Donc pour aborder en fait l'ensemble des problématiques du biocontrôle. Et enfin, l'idée étant de former des étudiants, donc soit des profils plutôt généralistes, ou alors des profils plus spécialisés, que ce soit aussi bien en recherche et en développement. Donc sans jeu de mots, mais malgré tout, c'était, s'il fallait résumer un petit peu l'objectif de cette formation, serait-ce que de booster la prochaine génération de scientifiques et de professionnels dans la protection des végétaux. Donc c'est identifier les problèmes de développement durable dans divers agroécosystèmes et de les faire partager aux décisionnaires. C'est concevoir, mettre en œuvre et appliquer des stratégies novatrices pour pallier à la réduction de l'utilisation de ces pesticides. Et enfin, c'est évaluer et gérer ces nouvelles stratégies dans un contexte législatif traitant de l'analyse des risques et tenant en compte des contraintes financières et des aspects sociétés. Donc voilà, je vous remercie. Donc bien sûr, tous les liens. Merci. Merci beaucoup Nicolas et merci donc pour ce panorama des masters de santé des plantes. Donc nous allons passer maintenant, vous donner la parole pour des questions courtes, des réponses si possible assez courtes pour que l'on puisse prendre une pause en temps voulu. Qui veut commencer? Veut commencer? Michel. C'est une question qui est très générale. Quel est le bassin de recrutement de ces différentes formations? Pour les masters internationaux, c'est à peu près clair, mais pour les autres, est-ce que c'est local? Est-ce que c'est uniquement les écoles d'ingénieurs? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de Strasbourg ou de Lille à Toulouse? C'est une question un petit peu générale. Et la deuxième question qui est associée, c'est quel est le volume, le flux d'étudiants dans chacun de ces masters? Bon, c'est apparu dans quelques exposés. Est-ce que vous pourriez aller tous les 4 en face? Je pense que ce serait plus simple. Voilà. Et moi, je vais compléter la question de Michel. Voilà, c'est un autre Michel qui parle. Mais j'avais effectivement un peu les mêmes remarques que Michel, c'est-à-dire... donc, je comprends bien pourquoi Perpignan... Enfin, je comprends pas pourquoi Perpignan-Toulouse et pas Perpignan-Montpellier, mais enfin, bon, ça, à la limite... c'est les réalités du moment. Et puis je sais que Montpellier est très bien structuré et ils peuvent très bien fonctionner tout seuls, en tout cas pour l'instant. Et c'est un peu la relation avec ma question précédente à Christophe. C'est est-ce que dans la structuration actuelle de Occitanie, il ne va pas y avoir, peut-être pas tout de suite, mais à long terme, on va dire des souhaits en fait de entre guillemets rationalisation en fait des formations à l'échelle de la très grande région. Et donc ça rejoint ce que dit Michel. Alors Michel a provoqué Christophe tout à l'heure sur
sur une région, on va dire, de la péninsule ibérique, s'ils ont du mal à s'appeler Espagne, mais qui a vraiment été très très lié avec Perpignan, historiquement, grâce à Michel d'ailleurs, et pas que, mais donc Barcelone. Et donc je me disais effectivement, au niveau, quels sont vos flux effectivement, et comment ça fonctionne. En gros, comment les étudiants sont attirés soit vers Toulouse, soit vers Montpellier, voilà. Alors je parle pas bien sûr de l'école qui est compliquée là en cours là, donc l'Institut Agro, mais effectivement comment tout ça, en fait ce paysage se recompose et comment les étudiants y voient clair quand ils sont en licence pour se dire où je vais quoi. Alors je pense Nice, Sofia c'est un peu différent. Parce que effectivement vous êtes déjà décentré et aussi vous êtes quand même vous êtes hyper reconnu pour la lutte bio depuis très 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 longtemps et sur l'écologie méditerranéenne c'est plutôt Marseille qui vous embêterait, mais justement là il y a effectivement, c'est intéressant, c'est dans la structuration des grandes régions, parce qu'à côté il y a la Nouvelle-Aquitaine. Moi je trouve que ça pose des questions par rapport à ce que nous, on a vécu, André Charrier, moi, Marie-Thérèse, etc., où on avait des formations nationales dont certains d'entre vous sont issus, quoi. Donc, voilà, je voudrais un petit peu voir ça, moi. Voilà. Qui veut... Christophe, tu commences ? Oui, je peux bien commencer. Alors, il y a beaucoup de questions dans ce qui a été posé. Ça va être dur de répondre à toutes en même temps. En ce qui concerne le recrutement, le recrutement est ouvert au niveau à la fois national et étranger. Jusqu'à présent, ça se faisait sur un outil qui s'appelait e-candidat, en général, qui est identique dans chacune des universités, donc où tout le monde, tous les étudiants de toute la France peuvent envoyer des candidatures. Alors, en moyenne, ça fait... on reçoit université issue de France à peu près l'équivalent de 250 dossiers et on a également une centaine de dossiers, entre 60 et 100 dossiers qui proviennent d'universités étrangères qui passent par ce qu'on appelait avant Campus France, études en France. À l'arrivée, en ce qui concerne Toulouse, donc sur les 300 dossiers, en gros, on retenait, alors sur les deux parcours en l'occurrence, on avait entre 25 et 30 étudiants pour Adam et on était plutôt à 14-16 côté Ève, donc côté écologie. Alors la grande nouveauté qui devrait arriver cette année, c'est que désormais, tout ne va plus se passer que sur un seul site qui s'appelle Trouver mon master, même si pour l'instant on a très peu d'informations, on nous demande d'en fournir énormément très rapidement, mais sans avoir de deadline sur l'ouverture en particulier de ce site Trouver mon master. Alors l'intérêt probablement, ce sera certainement une meilleure visibilité au niveau des étudiants pour un accès plus facile pour eux en tous les cas à envoyer leur candidature. L'inconvénient sera pour les responsables probablement d'avoir 2, 3, 4 fois plus de dossiers avec très peu de réponses en retour en tous les cas qui seront données. Alors, je le perçois comme ça, peut-être ça va pas se passer comme ça, mais j'avoue que la première année risque d'être très compliquée à gérer. Et voilà, pour l'instant, ça va être vraiment l'inconnu. Est-ce que quelqu'un veut compléter parmi vous, là ? Vas-y. Alors, pour répondre à la question pourquoi Perpignan est avec Toulouse et peut-être pas assez rapproché du côté Montpellier, je pense que cette question-là, en fait, elle vient tout simplement du fait que les laboratoires de Perpignan ont intégré récemment les contours du LabEx Tulip, et qui nous a paru pertinent lors du renouvellement du LabEx Tulip, lors de la dernière, on va dire, soumission de projet, de pouvoir ensuite prétendre à essayer d'étendre, on va dire, les activités du LabEx Tulip et de développer des activités plus fortes, on va dire, du côté enseignement et recherche. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi, effectivement, que sont été associés Perpignan avec nos laboratoires.
L'autre question, c'est sur la structuration par rapport aux régions. En fait, je dirais qu'il y a une réflexion qui est menée et il y a d'autres EUR qui sont dans le domaine des plantes, qui ne sont pas forcément dans le domaine de santé des plantes d'ailleurs. Il y en a un à Paris que vous connaissez bien pour les Parisiens, c'est le labo SPS qui est dirigé par Loïc Lepignec, bien sûr. Et puis il y en a un autre sur Avignon qui est une Planteus qui a été obtenue exactement lors de la même vague que nous. Et en fait, on a des discussions régulières entre nous et d'essayer en fait de promouvoir un peu ces structures à l'international, d'essayer de garder à la fois une spécificité de chacune de ces EUR, mais d'essayer de fonctionner, on va dire aussi de manière commune. Donc après, l'idée, c'est non pas je dirais, les EUR et les autres masters ne sont pas concurrentiels. Je pense qu'on a essayé de trouver des spécificités pour chacun d'entre eux et de ne pas avoir, on va dire, les mêmes, on va dire, niches d'étudiants pour lesquels on va recruter. Cette année est un peu particulière. Pourquoi ? C'est l'effet Covid, bien évidemment. C'est la mise en place de ces nouveaux masters, que ce soit dans le cas de l'EUR, mais je crois que Boost, c'est récent également. Donc c'est un peu la difficulté de faire la connaissance. Et j'invite tout le monde dans la salle, si vous avez à promouvoir nos masters, j'en serais parfaitement ravi, bien évidemment, pour essayer de recruter des étudiants qui viennent d'ailleurs en France ou même à l'international dans vos réseaux personnels. Claire, non, c'est bon. Est-ce qu'il y a... Oui, Michel. Oui. Oui, bonjour, Jean-Jacques Hervé. Quels sont les concurrents que vous avez dans d'autres grands pays européens pour ces masters? Et avez-vous des relations avec un certain nombre d'universités allemandes, italiennes, et avec peut-être le SIAM? Sincèrement, au niveau... tu veux répondre? Oui, vas-y, non, mais je t'en prie. Alors, sincèrement, j'ai du mal à répondre par rapport à la concurrence internationale. Voilà, on essaye déjà d'avoir une structuration, et comme l'évoquait Jean-Philippe, une structuration peut-être de niche, en fait, essayer de valoriser pour chacune de nos universités une particularité, alors bien sûr adossée au tissu de recherche locale, mais pas que. Ensuite, bien évidemment, alors je parle là pour le coup pour le cadre du Master Boost, dès lors que on fait une sélection à l'international, et c'est aussi au travers de nos collaborations scientifiques qu'on va solliciter des collègues pour valoriser cette formation dans, alors là je parle pour le biocontrôle, pour nous fournir ces étudiants. Voilà. Mais, et pour compléter, dans la mesure où dans le cadre de l'EUR, nous invitons des chercheurs des universités étrangères à participer à notre formation, la première promotion de M2 aura lieu l'année prochaine. L'idée étant bien sûr qu'après cela, on puisse effectivement établir des réseaux un peu particuliers qui nous permettront peut-être de monter des projets auxquels vous faisiez allusion sur des connexions un peu plus fortes entre ce master-là, en tout cas, qui a en fait, en termes de visibilité, il est vraiment nouveau puisqu'il va associer deux domaines qui, je ne vais pas dire s'ignoraient jusqu'à présent, mais qui étaient l'écologie et l'évolution, avec le domaine de la biologie fonctionnelle, donc de rassembler deux communautés qui ont commencé à travailler ensemble grâce au LabEx Tulip et à l'AFR, donc, comme le disait Christophe tout à l'heure, il y a quelques années. Oui, merci. Je voudrais rajouter un petit mot parce que ça me paraît un élément essentiel, cette ouverture de ces masters ou nouveaux masters vers au niveau européen et international. Et je dis cela parce que, bien évidemment, ça change le cadrage et le fonctionnement, l'organisation. Alors, vous vous basez sur des spécificités et des bases locales, c'est bien évident, et donc de les valoriser. Mais en même temps, c'est une ambition qui se situe dans une situation où vous êtes en compétition avec beaucoup d'autres formations anglophones en particulier, ou germanophones, etc. Et c'est quand même un autre aspect, et c'est comment aborder cette question de la compétition, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'éléments derrière cela. Alors heureusement, les relations entre chercheurs au niveau des projets européens, etc.,
autres peuvent faciliter cela, mais il faut porter une attention forte sur ce problème de compétition qui est réel. Il y a une spécificité, excuse-moi, mais il y a une spécificité des sites aussi par rapport aux grands thèmes. Typiquement, je veux dire, Montpellier, c'est l'écologie avec le CEF, l'ISEM, enfin l'évolution avec l'ISEM. Donc les étudiants vont venir aussi vers là et vers ces masters-là. Donc c'est pas au niveau santé des plantes, c'est tout ce qui est culture tropicale. Oui, ça, on a Montpellier et à ce niveau-là. Donc je pense que tous les masters donnent des bases les mêmes et les étudiants français ont quand même plus tendance à rester dans leur région, mais pour des raisons complètement financières. Il ne faut pas oublier quand même, parce qu'on ne leur propose pas grand-chose pour se loger et tout, et pour voyager. Ce n'est pas évident. Nous, si on arrive à faire des options sur 3 établissements, c'est parce qu'on les loge sur les 3 établissements. Sinon, c'est impossible à faire. Donc, il faut quand même que... Je sais pas, c'est super important. Il y a beaucoup d'étudiants qui aimeraient aller faire même des stages de 6 mois et qui sont... Et je ne vous raconte pas les problèmes des alternances, parce que quand ils sont en apprentissage, en alternance, et qu'ils doivent faire 2 semaines là, 2 semaines là, moi j'en ai, je suis tutrice de plusieurs. Parfois, ils sont obligés de faire des doubles loyers avec 700 €, des doubles loyers pendant 3-4 mois. Bon, je suis désolée d'être très, très terre à terre, mais c'est comme ça que ça structure. Voilà. Et après, je pense que les régions ont des spécificités. Je veux dire, Toulouse a ses spécificités au niveau des plantes. Voilà, c'est bien connu. Voilà, Montpellier, culture tropicale méditerranéenne et lutte bio pour une... Voilà, c'est ça qui est connu. Et les étudiants qui recherchent ça vont vers ces centres. Moi, je pense que c'est ça qui les attire. C'est comme ça qu'on les attire. Et après, au niveau international, c'est pareil. Parce que nous, il y a beaucoup d'étudiants à l'agro sur international, que ce soit Erasmus, etc. Voilà, ce qui les attire, c'est plus ou le type de culture ou les unités de recherche, en fait. Donc les grosses unités de recherche, c'est ce qui attire, et par là, donc, ils vont dans les masters qui correspondent. Oui, c'est pour revenir sur la structuration régionale. Je pense que l'une des causes de la multiplicité des masters actuels, c'est tout simplement la loi d'orientation sur les universités qui a fait exploser tout ce qui était structuré. Je pense entre Perpignan et Montpellier, il y avait tout un tas de choses qui marchaient très bien au niveau master. Et du jour où il y a eu cette loi, chaque président d'université a voulu avoir ses propres masters. Et on est là, et je pense que les masters internationaux, enfin, je discute beaucoup avec Jean-Marc Deragon, c'est une des façons de sortir de ce piège dans lequel les universités sont coincées à l'heure actuelle. Oui, mais Michel, il n'y a pas que ça, il y a les ICIT aussi qui ont fait, à ce niveau-là, qui ont restructuré aussi très localement. Oui, bien sûr. Et Perpignan, Montpellier, c'est typique. On va essayer quand même de boire un coup tout à l'heure. Alors, attends. Vas-y, Jean-Marc. Oui, merci. Moi, j'avais une question avec le mot-clé numérique. Alors, à la fois contenu et contenant. C'est-à-dire, contenu, on n'a pas trop vu, ou ça m'a échappé, de contribution à la formation, aux aspects de modélisation, d'outils d'aide à la décision, etc. Donc, pourquoi? Alors, peut-être que ça existe, mais voilà. Et puis, en ces temps de masques, etc., au-delà des visios, est-ce qu'il y a une stratégie dans ces masters-là d'utiliser des outils pédagogiques en distanciel, et c'est oui, sous quelle forme? Alors, en ce qui concerne tout ce qui est numérique et effectivement nouvelles technologies, là on a, dans le cadre de l'EUR étant sur 2 sites différents, il y a effectivement des choses qu'on essaye de mettre en place et qui vont être mises en place surtout au cours de la 2e année, je ne le cache pas. C'est lors de l'invitation des chercheurs étrangers, c'est de créer des capsules numériques, par exemple, de leurs interventions, et qui puissent être à disposition des étudiants de l'EUR, mais également des étudiants des autres masters qui pourront effectivement en bénéficier. Ça, c'est un point important, quoi. Et je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Tu dis quelque chose, Christophe, là, c'est ça? T'essayes? Ok, non, c'est bon. Bon, par rapport au numérique, alors, premier point, c'est que on s'est
bien formés sur le tas pendant un an et demi, quoi. Donc, on a appris en même temps que les étudiants à utiliser un certain nombre d'outils pour communiquer. C'est devenu une demande également de l'université de faire passer progressivement au moins une partie de nos cours en visioconférence à distance, enfin ce genre. Je ne pense pas que ce soit pour des raisons pédagogiques. Je ne vais pas développer ça. Alors malgré tout, on a quand même une certaine pression où déjà pour la prochaine maquette, on nous demande de terminer au minimum avec 20% de cours en distanciel, quoi. Donc voilà. Et puis après, faire du numérique, moi j'adorerais. Après, ça demande des ressources et du temps, et c'est deux choses dont on est que l'on a en quantité limitée. Mais sinon, c'est clair qu'il y a plein d'idées de nouvelles pédagogies qui seraient basées sur ça, mais voilà. C'est quelque chose qui se rajouterait en plus à tout le reste, quoi, et pour lequel on serait à peine reconnu probablement. Très bien, on a encore deux questions, et puis Marie-Thérèse terminera. Donc il y a Jean-Luc Verdeil, Dominique Job et Marie-Thérèse, et après on va boire un coup. Oui, j'avais une question sur le concept Junior Lab que j'ai trouvé très intéressant. En fait, un grand enjeu de l'enseignement, c'est de favoriser la créativité des étudiants. Quand on voit la complexité des problèmes auxquels on doit faire face, et certainement beaucoup de solutions sont encore inédites. Alors je voulais savoir, au niveau des disciplines, j'ai compris que c'était surtout dans le domaine de la socio-économie. Et est-ce qu'il y a d'autres disciplines qui sont concernées? Et après, est-ce que les étudiants ont suffisamment de temps à s'y consacrer pour bien s'investir dans ces junior labs? L'idée, c'est pas la socio-économie, en fait, c'est d'avoir des problématiques qui proviennent d'acteurs des acteurs socio-économiques. Alors, c'est, pour donner un exemple, dans notre cadre, ça peut être des problématiques qui viennent des réserves catalanes dans les Pyrénées, donc des problèmes très écologiques, mais c'est des problèmes aussi sur, par exemple, la biosanté des plantes, la santé des plantes par le biocontrôle. Et il y a un projet cette année qui est mené par 5 étudiants que vous avez juste derrière vous, à votre droite ou gauche, je ne sais plus, ici, je me trompe toujours, donc qui pourront effectivement peut-être répondre à votre question et qui sont impliqués dans un projet actuellement avec la société 200 Gauss. Et l'idée, c'est en fait 200 Gauss a tout simplement émis une problématique et les étudiants s'en emparent. Et l'idée, c'est vraiment pas de les guider, c'est de les laisser, on va dire, vraiment réfléchir par eux-mêmes, comme nous le faisons dans nos activités quotidiennes, lorsqu'on essaie de monter des projets. Et après, il y a des tuteurs qui vont essayer de les aider. Donc, c'est en fait de faire émerger des idées certainement nouvelles auxquelles ni la société, ni nous n'aurions pensé, qui viennent des étudiants eux-mêmes. Après, bien sûr, on va cadrer. Et il y a une partie pratique qui va être faite et qui va être consacrée, je dirais, 2 mois pour le montage du projet. Donc, ils sont en plein dedans actuellement. Et dès le mois de janvier, ils vont passer à la phase réalisation jusqu'au mois de mai. Voilà. Mais on pourra en parler un peu plus si vous le souhaitez après, bien sûr. Je peux juste rajouter que sur Montpellier, on a un Junior Lab qui fait tout le S8. Donc les étudiants peuvent, au lieu de faire un S8 avec des cours, faire le Junior Lab. Et c'est porté par un collègue d'amélioration des plantes. Donc c'est vraiment de l'expérimental majoritairement. Merci. Oui, en regardant les sites web de ces masters internationaux, on voit que l'ambition première est de former des ingénieurs. Donc, ça me pose la question d'une concurrence avec les écoles d'ingénieurs sensu stricto. Et puis, le deuxième aspect que j'ai noté, en regardant dans les sous-pages des sites web, c'est que les frais de scolarité sont assez élevés. Hein, ça peut aller de 4 000 à 10 000 euros par an, bien qu'on soit moins cher que d'autres États membres. D'accord ? Mais quand même, 10 000 euros par an, il faut pouvoir les avoir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre concurrence par rapport aux masters traditionnels ? C'est pas les mêmes cohortes d'étudiants. Non, pas obligatoirement. Ils ont des bourses de leur. Alors les Erasmus, ils ont des bourses. Hein, c'est le principe d'Erasmus. Donc les Erasmus+, et nous, alors le master, c'est 5 000 euros par an. Nous, on se bat pour que ça soit moins, mais bon, c'est pas. Mais c'est des étudiants étrangers qui ont souvent des bourses de leur gouvernement, et c'est pas obligatoirement les plus riches. Hein. Et effectivement, voilà. Par contre, on attire plus à ce niveau-là, au niveau du master 3A, je dirais des francophones,
pour le coup, par rapport aux États-Unis, etc. Alors, c'est moins cher, mais c'est surtout au niveau de la langue aussi que c'est important. Mais c'est pas obligatoirement les plus riches, hein, parce que non, malheureusement, non. Enfin, malheureusement, heureusement, c'est un problème. Mais en même temps, on peut comprendre aussi, voilà, comme... bon, je n'irai pas dans le côté politique. Non, juste... Alors, par rapport au Master Bourse, enfin, bon, déjà, je ne suis pas complètement convaincu qu'on va être en réelle compétition avec les mêmes études. Pardon. Je ne suis pas complètement convaincu qu'on va être en compétition avec les écoles d'ingénieurs pour ce point-là. Ensuite, effectivement, donc nous, c'est le choix en fait d'un master d'université, bon, reconnu au niveau national, bien évidemment, mais qui permet aussi, de façon pragmatique, à alimenter le fonds de roulement. Il y a besoin de payer des intervenants extérieurs, il y a besoin d'équiper une salle avec des ordinateurs, un système de visio, et donc c'est aussi une des façons qui permettent ça. Après, voilà, pour les Européens, pour les étudiants français et européens, les coûts s'élèvent à 300 € par an. C'est bien évidemment différent pour en dehors de la sphère européenne. Là, on est plutôt sur 4000. Marie-Thérèse. Bon, alors moi, je voudrais dire quelque chose. Je veux revenir à l'Académie d'agriculture, puisque l'Académie d'agriculture a divisé la France en quelques grandes régions. Et pour ce qui nous concerne, c'est la région Grand Sud, qui va de l'Occitanie à PACA. C'est la raison pour laquelle vous voyez ici des représentants enseignants-chercheurs de ces 3 régions. Et pourquoi nous avons voulu alors, disons, une session importante sur les enseignements? C'est parce qu'à l'Académie d'agriculture, il y a un groupe de travail qui est consacré aux enseignements et qui est important. Et puis, par ailleurs, aussi, il se trouve que nous recevons de vos formations des étudiants des demandes de financement, soit des étudiants en master, mais aussi il y a des prix de thèse. Et je pense que Madame Attenberg est particulièrement concernée. Donc voilà comment nous avons monté cette séance où il y a une partie d'enseignement très forte. Moi, je suis très contente que la communauté ici, et elle pourrait être plus nombreuse, mais voit quel est le travail des enseignants-chercheurs, à quoi ils sont confrontés sans cesse, parce qu'il y avait Adam et Ève, après il y a eu les autres, et moi j'étais même avant Adam et Ève, vous voyez, alors j'ai connu ce système-là. Donc voilà, c'était une chose que je voulais dire, mais pas que. Il se trouve que dans ce colloque, il y a 115 inscrits à peu près, dont la moitié sont des étudiants, justement, de PACA, de Montpellier, de Toulouse, mais aussi de Rennes et d'ailleurs. Et la plupart de ces étudiants ne seront pas présentes. Je pense que demain, les étudiants toulousains qui aujourd'hui ont une autre formation importante seront présents. Il y en a déjà, mais vous voyez un petit peu le contexte. Après, je voudrais poser une question aux orateurs. Dans ce que vous avez montré, je n'ai pas vu forcément quelle était la part de recherche sur le terrain. Donc, c'est ma question. Est-ce que vous sortez, disons, de la 3e virgule de l'épigénétique et que vous allez réellement sur le terrain, concrètement, voir les choses? Je ne sais pas, vos étudiants, est-ce qu'ils sont capables de reconnaître une maladie qui est causée par un puceron, sauf si on le voit, ça va encore, d'une maladie qui est causée par autre chose, ou tout simplement d'une maladie. Et je ne suis pas sûre que moi-même, je sais le faire. Et même, peut-être, j'ai même évité de trop savoir le faire, tellement j'avais des souvenirs de botanique qui encombraient un peu ma mémoire et qui n'étaient pas forcément les plus sensationnels. Mais, sauf que la botanique a beaucoup évolué, heureusement, et qu'il y a des choses absolument passionnantes. Donc, je reviens à ma question, et puis après on va, voilà. Attends, il y a Anne-Marie qui veut compléter ce que tu viens de dire. Anne-Marie Attenberger, qui est à l'Académie. Oui, bonjour à tous, et je suis admirative par le travail de tous ces masters. Vous devez recruter quand même un certain nombre de jeunes étudiants qui ne s'arrêtent pas à ce master 2 et qui continuent en thèse.
Et je voudrais savoir si vous connaissez l'adresse de l'Académie d'agriculture qui valorise les thèses de vos jeunes master plus thèse. Et si vous le souhaitez, moi je suis tout à fait à leur disposition pour effectivement recruter ces jeunes thésards en fin de doctorant, en fin de diplôme, pour faire éventuellement ce qu'on appelle une analyse de thèse à l'Académie, avec éventuellement, bien sûr, 10 médailles par an, etc. Mais voilà, on a l'impression ici qu'on s'arrête au master. Et je veux savoir si derrière, vous avez enfin, ça génère beaucoup de jeunes qui continuent en thèse. Voilà. Donc Christophe, tu as montré dans ton camembert qu'il y en avait. Claire, tu commences ? Allez. Les ingénieurs, il y a à peu près 5% qui font des thèses. Et au niveau des masters, c'est la majorité. Je n'ai pas le chiffre, mais bon, c'est la majorité. Alors, les masters internationaux, ils sont là pour faire des doctorats. Hein. Ils viennent pour faire des doctorats, hein, que ça soit international ou européen. Oui, comme je l'ai montré, bon, comme on avait encore une différenciation entre recherche et pro, clairement, ceux qui sont en recherche, quand on fait un bilan de toutes les années qui sont passées depuis 4 ou 5 ans, je dirais qu'on est à 90, voire 100% selon les années qui sont en thèse. Alors, c'est pas forcément sur l'Occitanie, mais effectivement, ils arrivent à trouver des thèses s'ils sont prêts à bouger, quoi. Alors, très vite, donc, je vais essayer de répondre à 2 questions. Alors, si pour Marie-Thérèse, peut-être, effectivement, reconnaître les maladies sur les plantes, c'est vrai que c'est un travail, il faut sortir. Donc, heureusement, maintenant, il y a des applications sur les appareils mobiles qui permettent d'aider si on a quelques soucis. Mais bon, l'autre point, c'est la sensibilisation, oui, pour l'académie, effectivement, enfin, Pierre Abad de l'Institut Sopharobiotech qui... On va remercier les 4 intervenants. Voilà, vous pouvez les applaudir et continuer à discuter pendant la pause café. Merci.